Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Dans cet épisode, focus sur la somnolence au volant et ses dangers. Fatigue, manque de vigilance, quels sont les risques et comment les prévenir? Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Dr Paul Reynaud, pneumologue à la clinique mutualiste Beau Soleil à Montpellier, nous éclaire sur ce sujet en partageant conseils et informations sur la réglementation. Bonjour Dr Reynaud et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour débuter cet épisode, pourquoi la somnolence au volant est-elle un danger majeur ? Et quels sont les chiffres des accidents liés à la fatigue en France ? La somnolence au volant est un danger majeur pour le conducteur et on sait ça maintenant depuis de nombreuses années. On estime qu'en France, c'est la première cause de mortalité sur autoroute. Des études ont montré qu'en 2013, jusqu'à 37% des accidents sur les autoroutes seraient liés à une somnolence au volant. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Et on estime que, pour donner un ordre d'idée, le fait de ne pas avoir dormi pendant 17 heures, donc si on calcule, ça fait être à la toute fin de sa journée, ça estime un taux d'alcoolémie dans le sang de 0,5 g. Et on sait très bien que ça augmente de façon très nette le risque d'accident, notamment en lien avec une perte des réflexes et une inattention. Il faut savoir que des études où on enregistrait les conducteurs ont montré qu'un conducteur somnolent a tendance à faire des micro-sommeils sans s'en rendre compte, qui peuvent durer de 1 à 4 secondes et qui peuvent bien évidemment entraîner des accidents très graves si ces secondes arrivent au mauvais moment. Les statistiques retrouvent un risque 8 fois plus élevé d'accident chez un conducteur somnolent par rapport à un conducteur non somnolent. Nous vous remercions Dr Reynaud pour ces explications très claires. Pour continuer, quels sont les signes avant-coureurs de la somnolence au volant ? Concernant les signes avant-coureurs, je pense qu'il faut tout d'abord regarder le terrain de la personne, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend des médicaments qui peuvent le faire dormir, qui a des pathologies à risque, ou qui vient de passer une ou 2 mauvaises nuits, va être évidemment plus à risque que les autres. Le trajet est aussi à regarder, c'est pas pareil si on fait 8 heures de trajet de nuit que si on va chercher ses courses à 15 minutes. Et concernant les signes avant-coureurs à proprement parler, on parle le plus souvent de clignement des yeux, de paupières lourdes, d'un bâillement évidemment, la façon également de ce qu'on appelle de rêvasser, avoir des pensées qui sont pas très connectées les unes aux autres, et aussi en général on commence à avoir un comportement automatique, on se souvient pas bien des derniers kilomètres. Souvent on retrouve aussi des patients qui ont tendance à dériver d'une ligne à l'autre et à se rapprocher un peu des bandes. Et tous ces signes doivent vraiment faire arrêter immédiatement parce comme on l'a dit dans les premières questions, on sait que dès l'apparition de ces signes, il y a un risque de suraccident qui est majeur. Passons maintenant à une 4e question. Que dit la loi sur la conduite en état de fatigue ? La loi française ne prévoit pas de règles concernant la conduite en état de fatigue. Tout simplement parce qu'on ne peut pas le mesurer, très probablement. Il est assez facile de mesurer l'alcoolémie dans le sang, le cannabis également. Mesurer que quelqu'un conduit alors qu'il n'a pas dormi depuis 48 heures, c'est complètement impossible. C'est paradoxal puisque je rappelle que ne pas avoir dormi pendant 17 heures, donc clairement être en toute fin de journée, on va dire, ça équivaut à 0,5 g d'alcool dans le sang. En revanche, il existe des pathologies qui peuvent aggraver des états de somnolence ou de fatigue qui vont contre-indiquer la conduite automobile, le plus souvent jusqu'à correction du trouble, parfois avec une vérification de la vigilance du patient au moyen d'un test de maintien de l'éveil. Nous vous remercions pour cette réponse approfondie. Et comment les professionnels du transport sont-ils encadrés pour limiter la somnolence ? Les professionnels du transport sont plus encadrés que la population générale concernant le risque de somnolence. Ils ont généralement un examen régulier par un médecin agréé et connaissant bien le sujet, qui va leur faire remplir des questionnaires qui visent à évaluer leur somnolence au quotidien et des signes de pathologie du sommeil qui pourraient aggraver celle-ci. S'il existe un doute et s'il y a une suspicion
à cet examen et après avoir rempli ce questionnaire, le plus souvent, les professionnels sont orientés pour réaliser un enregistrement nocturne qui permettra d'éliminer des pathologies, notamment l'apnée du sommeil. Si jamais ce diagnostic est présent, les professionnels ont également une surveillance plus étroite avec une vérification systématique de la somnolence résiduelle pour être bien certain qu'ils sont aptes à la conduite. Pour aller plus loin, quels conseils pour éviter l'endormissement au volant ? Alors comment éviter l'endormissement au volant ? C'est déjà important de faire un peu de la prévention avant de partir sur les nuits d'avant, les éventuels médicaments pour dormir et surtout le traitement de pathologies, soit du sommeil, soit qui peuvent aggraver une somnolence. Une fois qu'on a dit ça, et pour la personne qui est déjà sur son trajet Montpellier-Bordeaux, il n'y a pas grand-chose de plus à faire que de faire des pauses et des siestes. Très clairement, la sieste, c'est de très loin le meilleur remède et il faut ne pas hésiter à faire une sieste dès qu'on ressent les premiers effets ou au moins une pause. Il a été bien montré qu'une sieste de 20 minutes réduisait drastiquement les risques d'accident de la route chez des personnes qui sont somnolentes. Il ne faut pas faire plus, mais une sieste de 20 minutes, c'est idéal. Et si jamais on n'est pas capable de s'endormir sur une aire d'autoroute dans sa voiture, il faut au moins faire une pause. La caféine, ça a été montré aussi que la caféine pouvait aider à maintenir éveillé. Il ne faut pas compter dessus comme un médicament miracle qui va empêcher de faire les autres mesures, mais ça peut aider. Après, dans de rares cas, il y a des patients qui vont nécessiter la prescription de stimulants, mais c'est bien sûr chez des gens qui ont des maladies un peu spécifiques et pas chez le tout venant qui doit faire un trajet long en voiture. Enfin, pour terminer cet épisode, existe-t-il des dispositifs ou applications pour détecter la somnolence et prévenir les accidents ? Alors oui, il existe des dispositifs qui permettent de prévenir et détecter un peu la somnolence et les accidents. Généralement, c'est basé soit sur la fermeture des paupières, le rythme cardiaque, parfois aussi les caractéristiques de conduite, où des voitures vont vérifier si les patients restent bien droits dans les lignes et d'autres paramètres. C'est difficile pour moi de vraiment en mentionner un, puisque chaque constructeur ou créateur d'application va avoir un peu son propre système, et aucun n'a vraiment été comparé ou mesuré par rapport à un risque d'accident standard à ma connaissance, ou en tout cas de façon suffisamment robuste pour faire des vraies statistiques. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire que des dispositifs existent et c'est bien qu'ils existent, mais il est difficile de compter dessus. Il me semble le plus utile dans leur capacité à informer des patients sur leurs signes de somnolence avant que eux ne se rendent véritablement compte qu'ils sont un peu moins attentifs ces derniers kilomètres. Et peut-être que ça, c'est ce qui est le plus utile, en tout cas tant qu'on n'a pas des voitures qui se conduisent vraiment toutes seules. Nous vous remercions, Dr Reynaud, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à suivre ces conseils pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour une bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Merci.